C'est la discipline qui a le vent en poupe ces derniers mois. Le MMA est devenu l'un des sports les plus populaires au monde, passant presque devant le K1 et même la boxe anglaise au niveau médiatique. Et pourtant, si à l'international il cartonne depuis des années, notamment aux États-Unis, en Russie et au Moyen-Orient, le MMA a longtemps été banni en France. Désormais autorisé, il est devenu l'un des sports de combat vedettes de l'Hexagone qui rythme les soirées de nombreux fans. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 5. Octogone, Cage, UFC, Bellator, McGregor, Khabib, ce sont des termes et des noms que vous entendez depuis quelques temps désormais et avec lesquels beaucoup se sont familiarisés. Bon, ces termes et ces noms viennent tout droit du MMA, non pas une fameuse assurance, j'étais obligé de la faire, mais une discipline de combat très populaire partout dans le monde. Et si j'ai décidé de consacrer un épisode sur ce sport de combat, c'est parce qu'il est trop peu connu et souvent réduit à octogone sans règles. Vous savez, la fameuse phrase de Booba là, avec Caris, là. Octogone sans règles. Ouais, parce que c'est le problème. Le MMA, pour Mixed Martial Arts, avec mon accent, arts martiaux mixtes, c'est trop souvent qualifié de violent en fait. En France d'ailleurs, comme je vous l'ai dit en intro, les compétitions ont été interdites sur le sol jusqu'à janvier 2020. Janvier 2020. Alors, pour résumer, qu'est-ce que c'est le MMA ? Si je devais faire une petite définition toute simple, je dirais que le MMA, c'est une discipline où deux personnes, des hommes ou des femmes, pas mixtes, c'est vraiment hommes et femmes, s'affrontent dans une cage ou un octogone, comme vous voulez, on peut dire cage, octogone. Les combattants sont libres d'utiliser tout type de technique efficace et autorisée évidemment. Il y a des règles dans l'octogone, c'est pas un octogone sans règles. Alors voilà pour la petite définition. Mais maintenant je vous vois venir avec le mais Saïd, ça date de quand le MMA réellement ? Alors ça par contre c'est une vaste question, et pour y répondre, je vous fais grimper dans la petite DeLorean que j'ai mis de côté pour un peu d'histoire. Bon, je vais me calmer un peu là parce que je suis en mode Jamie, c'est pas sorcier, et le Doc dans Retour vers le futur. On va y aller direct. Allez, direction la Grèce antique. Achille, Hercule, tout ça, vous voyez bien. Donc le MMA, qui est un sport de combat libre, en fait, aurait commencé à être le pancrace. Le pancrace, c'est une discipline olympique très populaire à l'époque. Ça signifie tout puissant. Donc tout pour pan et puissant pour crasse. Crasse, Kratos, voilà. Je fais un peu de grec ancien. À l'époque, il n'y avait que deux règles. Ne pas mordre et ne pas frapper aux yeux. C'est tout. Le reste, tout était autorisé. Donc là, les combats s'arrêtaient dès que l'un des adversaires était mort. Tout simplement, ou les deux, ça pouvait. Ou sinon, s'il était inconscient et qu'il lui-même déclarait forfait. Bon, en général, le forfait et l'inconscience, ça n'existait pas trop et c'était plutôt dès qu'il y avait un mort ou les deux, on arrêtait le combat. Bon, avec la disparition de la Grèce antique et l'arrivée de la Rome antique, vous savez, Spartacus, Gladiator, Gladiator il n'a pas existé vraiment, vous vous souvenez, c'est le film, Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef, voilà, je vais pas vous la faire, Et donc, avec la disparition de la Grèce antique et l'arrivée de la Rome antique, il va y avoir l'apparition de sports un peu plus réglementés, comme la lutte, la boxe, d'autres disciplines, qui vont tout de suite nous ramener à 1925. Ouais, on fait un énorme bond en avant. Je n'allais pas faire tous les sports de combat depuis la Grèce antique, on reste vraiment sur le MMA. Et en 1925, on va se concentrer sur ce qui s'est passé au Brésil, plus particulièrement à Rio de Janeiro. Et à cette époque, il y a une famille qui s'appelle la famille Gracie, j'espère que je le prononce bien, c'est du brésilien, dont l'un des fils qui s'appelle Gastão, qui va devenir ami avec un japonais qui se nomme Mitsuo Maeda. Et donc Maeda et Gastão sont très amis, se rendent des services, etc. Gastão est un peu dans la politique, donc il lui permet, quand Maeda a des réclamations, il permet de l'aider, etc. Et en retour de cette aide, le japonais va apprendre au fils de Gastão, qui se prénomme Carlos, toutes ses connaissances en judo et en jujitsu. Puis à son tour, Carlos, qui va tomber amoureux des disciplines, il va enseigner à ses frères, dont l'un qui s'appelle Helio, toutes ces techniques. Et cette fratrie, ils sont 5 garçons, cette fratrie va adapter les techniques de Maeda afin de les rendre un peu plus efficaces, et les plus efficaces possibles. Ils vont notamment créer une académie de jiu-jitsu. Et ils vont lancer ensuite ce qu'on appellera le Challenge Gracie.
Ce challenge, en fait, ça va être un peu les prémices de ce qu'on a aujourd'hui avec les ligues UFC, les ligues de Bellator, les grandes organisations de combat. Et donc ce challenge gracié va tout simplement organiser plusieurs combats libres. Il y aura notamment la création de ce qu'on appelle le Vale Tudo. Le Vale Tudo, c'est le tout est permis, donc comme son ancêtre, le pancrace. Et là, les participants viennent d'un peu partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du karaté, de la boxe, de la capoeira, du jiu-jitsu. Les combats deviennent médiatiques et vont jusqu'à être organisés dans des stades de foot. C'est dire la proportion que ça prend au Brésil, dans un pays de foot quand même. Et le Vale Tudo va ensuite s'exporter aux États-Unis. Et là, c'est l'un des petits-fils de Gracie, Rorion, qui va s'associer à d'autres personnes pour créer ce que l'on nomme l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC donc aujourd'hui. Là, on est dans les années 80, fin des années 80, proche des années 90. Et le tout premier UFC 1, donc UFC 1, aujourd'hui, voilà, on est à peu près à l'UFC 257, pour dire. Donc le tout premier UFC 1 aura lieu le 12 novembre 93 à Denver. Et là, les combats ont désormais comme lieu ce qu'on appelle une cage et notamment l'octogone. C'est de là que va venir l'octogone. Avant, on n'avait pas de cage. Avant, on s'organisait presque comme sur un ring, etc. Et voilà, et le combat avait lieu. Et là, ça va prendre rapidement. Aux États-Unis, forcément, le côté marketing, Strass, Payet, toute l'organisation, c'est parfait. Ces organisations vont avoir un succès fou. Le public va être rapidement au rendez-vous. Les ventes de pay-per-view, la télévision à la carte, ça va exploser le show à l'américaine, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour l'histoire. L'histoire du MMA telle qu'elle est. J'espère que j'ai pas été trop long sur ça. Quelles sont les règles ? Quelles sont les règles du MMA ? Alors, en général, un combat de MMA, ça dure 3 rounds. 3 rounds de 5 minutes. Il y a la possibilité d'aller à 5 rounds si le combat met en jeu une ceinture. Donc chaque round a une durée de 3 à 5 minutes, ça dépend. Avec un temps de récupération d'1 minute. Pour ce qui est du combat, il est interdit de donner des coups de tête, de frapper à certains endroits, parties intimes, gorge, nuque, colonne vertébrale, rein, de mettre les doigts dans le nez, oui, dans les yeux, dans la bouche et dans les oreilles. Vous n'avez pas le droit de projeter votre adversaire hors de l'octogone. Bon, ça, faut le faire quand même, de soulever et de le jeter. Vous n'avez pas le droit de cracher, ni de griffer, de mordre, pincer son adversaire, tirer les cheveux. C'est interdit. Frapper la tête d'un combattant au sol avec son genou ou son pied. S'agripper sur son short. Simuler une blessure. Refuser délibérément le combat. Alors ça, par exemple, c'est de l'anti-jeu, c'est normal. S'introduire dans le coin de l'adversaire. On n'a pas le droit non plus. Et ignorer aussi les consignes de l'arbitre. Quand on dit que le MMA, c'est pas réglementé, au contraire. Sinon, sachez qu'avant un combat, il y a la traditionnelle pesée, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que chaque combattant doit présenter plusieurs justificatifs. Pourquoi ? Pour prouver en fait qu'il est apte au combat. Alors un certificat médical, comme vous, quand vous inscrivez à la salle de sport, il y a un examen en plus de l'œil, datant de moins de 3 mois, il y a un carnet à avoir qui suit tous les KO que le combattant a subi. Le scanner crânien, au cas où, on ne sait jamais si il a déjà subi un KO, il faut voir comment ça se passe. Un test VIH et d'hépatite. Et il y a plein d'autres petites choses que le combattant doit présenter. Ouais, c'est vraiment structuré, vous voyez ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, évidemment, il y a plein d'autres choses qu'il faut savoir pour le MMA, notamment les catégories. Les catégories de poids, elles sont 9. 9. Ça va des poids mouches, le poids coq, les poids plumes, les légers, les welter, les mi-lourds, les lourds, les super lourds, etc. Tout ça, en gros, ça va de 57 kg, enfin des moins de 57 kg à plus de 120 kg. Il y a également des équipements spécifiques à avoir. Un short, des gants, un protège-dents, bon jusque-là ça va. Et une coquille. Une coquille quand même. Vaut mieux en avoir une, on sait jamais. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais des combattants qui venaient de différentes disciplines. Il y a beaucoup de karaté, etc. Et en fait, on reconnaît les techniques et on reconnaît d'où viennent les combattants souvent. Pendant le combat, on voit facilement lorsqu'un combattant vient de la boxe, il a une aisance au niveau des poings. Il y en a d'autres qui vont être dans le karaté, qui vont venir du kickboxing, taekwondo, kempo, jujitsu, judo. Évidemment, comme dans tout combat, match, etc., l'objectif, c'est la victoire. Au MMA, on peut gagner via un KO. Donc voilà, l'adversaire perd connaissance, vite fait, c'est parfait. Un TKO. Alors un TKO, c'est TKO. Un TKO. KO technique en gros. Donc là, l'adversaire ne perd pas connaissance, mais en fait, il est incapable de continuer le combat. Donc, ça arrive souvent.
Une soumission aussi. L'adversaire met fin au combat parce que il peut plus du tout bouger. C'est souvent au sol les soumissions. Et il tape 3 fois au sol pour dire qu'il abandonne. Ou sinon, on peut aussi perdre avec une disqualification en cas de non-respect des règles. Et si jamais les deux combattants terminent debout, tout va bien, etc. pour eux, là, ce sont les juges qui décident. C'est comme en boxe. Il y a des points qui sont attribués, etc. Ce qu'il faut savoir également concernant le MMA, c'est qu'il y a plusieurs ligues. Alors la plus connue, celle que je vous ai dit tout à l'heure, qui a été créée en 1980, dans les années 80, l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, c'est la plus célèbre. Évidemment, c'est celle qui organise les plus gros combats, qui a le plus d'argent, parce qu'elle accueille les plus gros combattants. Je vais citer Conor McGregor par exemple, Khabib, c'était Khabib Nurmagomedov. Mais on a également d'autres, on a le Bellator qui propose également de très très bons combats et d'énormes combattants. Oui, on a la Cage Warriors. Beaucoup de jeunes vont faire leur gamme dans la Cage Warriors et ensuite ils vont être recrutés en UFC ou en Bellator. Et concernant les combattants, on a plusieurs stars. Je ne vais pas vous citer tous les combattants, mais je vais vous sortir les petites stars, les grandes stars du MMA d'aujourd'hui et d'hier. Aujourd'hui, oui, vous connaissez tous Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov. On a eu Randy Couture, Georges Saint-Pierre, Tito Ortiz, Wanderlei Silva, John Jones, Anderson Silva. Mais pas que chez les hommes, mais chez les femmes également. Je vais vous citer Ronda Rousey, forcément c'est la plus connue, la plus charismatique. Alors pour prolonger un petit peu le plaisir de cet épisode de MMA, je me suis dit que j'allais vous sortir quelques petits records. Le combat le plus long de l'histoire a eu lieu en 1955, en mai précisément. C'était Helio Gracie, que je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez ? Il avait affronté l'un de ses élèves et Helio a perdu au bout de 3h45 minutes. Vous vous rendez compte, un combat de 3h45 minutes. Je veux même pas savoir dans quel état ils ont terminé tous les deux. Ça doit être incroyable. Le KO le plus rapide, 2 secondes. 2 secondes. Voilà, tu rentres dans l'octogone. L'arbitre dit c'est parti, boum, 2 secondes, t'as même pas le temps de combattre, c'est fini pour toi. C'était Chris Clemens qui a placé un direct du droit à Lotaro Tucas, c'était en 2006. Enfin, je voulais terminer sur une chose, c'est sur la partie cinéma. Il a souvent été représenté, mais alors de la mauvaise manière, en fait, souvent violent, notamment avec deux films très connus, Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme et Fight Club. Fight Club avec Brad Pitt. Alors ouais, ces films ont eu un énorme carton, il n'y a aucun souci, ils se regardent, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, ça a donné une image assez négative du MMA, parce que ça a souvent été confondu avec les combats de rue, etc., comme si ce n'était pas organisé, qu'il n'y avait pas de règles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Heureusement, il y a eu Warrior, qui est sorti un peu plus tard, et là, voilà, ça a rectifié le tir, et c'était pas mal du tout. Voilà, c'était l'Arène Podcast, j'espère que cet épisode explicatif et historique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à partager autour de vous, à laisser des commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.